Yo les végéteurs, on se retrouve pour un nouveau vide-grenier. Enfin un compte rendu vide-grenier. Qu'est-ce qu'on a pris? Eh bien on n'a rien pris du tout. C'est naturel chez nous. Lali 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 lalou. Est-ce que je chante bien? Est-ce que je peux m'inscrire à The Voice si vous pensez? Bon bah c'est parti. On va vous présenter les trucs qu'on a trouvés ce matin. Yeah! Et je commence tout de suite par un lot trouvé sur un stand de revendeur, et oui malheureusement. Donc vous allez voir il y a les prix dessus, mais heureusement on a négocié, hein, bien sûr parce qu'on est comme ça, nous on négocie forcément. On commence par un jeu de Wii avec Mario Party 9. Donc comme tous les Mario Party, c'est un jeu de société slash party game. Alors oui, je sais, j'ai dit la dernière fois dans le vide-grenier que j'aimais pas les jeux de société sur console, mais là c'est pas pareil parce qu'il n'existe pas le jeu de société en vrai. Et dessus on retrouve quand même plus de 80 mini-jeux, et oui c'est cool. Alors celui-ci c'est le deuxième sorti sur Wii et dernier du coup, mais c'est le premier développé par Andy Cube, parce que oui, avant c'était Hudson Soft qui les développait, mais malheureusement ils ont disparu. Et pour la petite anecdote, c'est ceux qui développaient les Bomberman, donc adieu Bomberman. Ici la grosse nouveauté c'est que les joueurs sont tous dans le même véhicule. C'est pareil pour le disque qu'on a sur Wii U, du coup qui est sorti sur Wii U avec le fameux Bowser qui est contrôlé par celui qui a le gamepad. La grosse nouveauté de celui-ci du coup qui est vraiment très très cool. Et justement la grosse difficulté des Mario Party c'est de se renouveler au fur et à mesure des opus, parce que oui on est déjà à 10 Mario Party, imaginez c'est un peu compliqué à chaque fois de trouver des petites innovations. Alors heureusement avec le développement des consoles, du coup ils s'adaptent, hein, forcément. Ici justement la Wiimote est très très bien utilisée, c'est super cool. Mais par contre on est loin des 8 joueurs proposés sur ceux de GameCube que Saran préfère forcément vu que c'est la GameCube. Et j'avoue qu'ils étaient super bien les Mario Party sur GameCube. Là on est sur 4 joueurs maxi, hein, c'est dommage. Mais heureusement on retrouve plusieurs plateaux de jeux différents, ce qui est cool. On a une douzaine de personnages jouables aussi, ce qui est assez énorme en soi. Et surtout 80 mini-jeux comme je vous ai dit, c'est beaucoup. Donc il y a vraiment beaucoup de rigolade dans ce petit jeu. Donc vous l'avez vu sûrement, le jeu était annoncé à 16 €, comme il y a écrit là. Il est heureusement complet, et c'est d'ailleurs déjà un très bon prix, 16 € pour un jeu comme ça qui est très recherché. Les Mario Party souvent ils sont vendus très très cher quand même, hein. Et le deuxième jeu de ce lot, ce n'est autre que Minecraft Story Mode, a Telltale Games Series, l'aventure complète. Et oui, c'est un jeu de chez Telltale, les fameux développeurs qui revisitent les licences les plus connues comme The Walking Dead, Retour vers le futur, Game of Thrones, Batman aussi, ou même Les Gardiens de la Galaxie, dans un style de jeu complètement original avec une histoire d'ailleurs originale et surtout un style graphique propre à Telltale, c'est-à-dire en cel shading. Alors pour le coup, ce n'est pas du tout le cas dans celui-ci, vous allez voir, il est complètement différent des autres Telltale, sûrement parce qu'il a été co-développé par Mojang en personne, donc ça déjà c'est classe, et donc forcément ils ont gardé l'esthétique de Minecraft, c'est-à-dire le mode cubique et tout ça que les gens trouvent pas beau, mais nous on trouve que c'est magnifique. En même temps, Minecraft en cel shading ça aurait été un peu bizarre, hein. Pour revenir au gameplay des Telltale en général, ce sont des jeux en fait à dialogue à choix multiples, qui influencent en fait la suite des événements, mais aussi des phases de QTE à la Quantic Dream, haha le running gag. Cependant celui-ci est différent encore une fois puisqu'il y a des phases de construction aussi, justement pour faire honneur à Minecraft, parce que Minecraft sans construction, et bah c'est un peu comme pas de cailloux, pas de palais quoi. Non, c'est pas de pierre, pas de calais. Pour faire plus simple, pas de bras, pas de tombola. Non, c'est pas de bras, pas de tapioca. Non, attends. Pas de cheveux, pas de shampoing. Allô. Faut savoir aussi que Telltale sortent ces jeux de manière épisodique, un peu comme le Hitman qu'on vous a présenté pendant les soldes. Du coup, les épisodes sortent au fur et à mesure. Donc du coup les épisodes sortent au fur et à mesure sur les plateformes comme Steam ou autres, mais c'est plus sympa d'attendre comme là l'intégrale en boîte. Donc là c'est la saison 1 en fait tout simplement, donc avec les épisodes 1 à 8, ce qui fait beaucoup quand même pour une saison chez Telltale, c'est pas courant, souvent c'est 5 épisodes en moyenne. Et il faut savoir que du coup la saison 2 est sortie l'année dernière. Mais avant de se prendre le deuxième justement, autant voir avec celui-ci si ça vaut le coup, si l'histoire est prenante ou pas, si elle est intéressante. Alors en me renseignant sur le jeu, j'ai fait en sorte de pas du tout me spoiler parce que c'est plus sympa comme ça. Mais bon, lui Saran a vu les premiers épisodes via Hypierre, le meilleur youtubeur Minecraft au monde. Il est vraiment très drôle ce mec, je vous le conseille, mais je pense que tout le monde connaît Hypierre si vous êtes fan de Minecraft, hein, c'est obligé. Et du coup Saran valide ce jeu à 100%, il a très hâte de le faire du coup. Et on est d'ailleurs très content de le rentrer sur Wii U. On le voit souvent sur PS3 ou sur Xbox One, bref sur les consoles on va dire plus courantes. Et là quand on a vu qu'il était sur Wii U et seulement à 15 €, même si on a négocié encore une fois, c'est vraiment un super bon prix, parce que sur cette console il vaut une fortune. Alors sûrement parce qu'il a pas été édité beaucoup, je ne sais pas, ou il a pas eu trop de succès, du coup ils ont arrêté la production et il est
difficile à trouver, je ne sais pas, mais bref, du coup là on n'a pas hésité forcément à le prendre. Bon, je vais pas dire qu'il est complet ou quoi, enfin si, on va dire qu'il est complet, hein, même si c'est juste un petit carton, mais c'est écrit derrière que le livret est disponible en digital sur le CD en fait, hein, ils se font plus chier maintenant. Donc du coup le Mario Party 9 à 16 € plus le Minecraft Story Mode à 15 €, ça faisait 31 €. Et on a réussi à négocier, c'est rare avec le revendeur, ils aiment pas ça, hein, les négociations. Du coup là on a un peu insisté et tout, et puis on les a eu pour 30 €. Voilà, mais bon, c'est toujours ça de gagner, hein, comme on dit, 1 €, pas de chocolat. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça fait 15 € le jeu, donc ce sont de très bon prix pour ces deux jeux-là, hein, c'est des opus très cool. Et quelle belle transition m'offre Sansan, puisque moi aussi je vais vous parler d'un item Microsoft, mais pas un jeu, un accessoire, et il s'agit de la manette Elite pour Xbox One ou PC. Je suis extrêmement content de la rentrer dans la collection, et même pas dans la collection, en fait, de rentrer cet item pour y jouer, c'est juste trop cool. Ça faisait très longtemps que cette manette me faisait de l'œil. La manette de Xbox One, pour moi, c'est juste la meilleure manette qui soit. J'ai vraiment été surpris de tomber sur cet accessoire en vide-grenier, parce que d'habitude, on trouve, déjà pas des manettes pro comme ça, et puis surtout, les manettes, on les trouve soit en mauvais état, en loose, pas forcément bien mises en valeur, souvent dans des curveurs et tout, donc tu te dis qu'elles ont été pas mal abîmées. Donc c'est pas forcément le genre d'accessoire que j'aime acheter d'occasion. Mais alors là, la manette Elite, faut savoir que de base, elle est vendue quand même 150 €, ce qui est juste abusé, je trouve, au niveau du prix, même si vous allez le voir, elle a quand même des features vachement cool. Alors déjà, quand on ouvre la boîte, on voit qu'elle est dans un petit étui de transport, ce qui est plutôt cool, je trouve, hein, pour les jouer chez les potes. Et dans cet étui de transport, on retrouve pas mal de choses plutôt cool. Bon, la manette, bien sûr, hein, pour commencer, qui est juste magnifique. Alors, les finitions de la version Elite sont juste ouf. Elle est toute en métal au-dessus, ce qui est vraiment très classe, les gâchettes et tout. Et puis le reste est dans un plastique un peu pot de pêche, soft touch, comme ils appellent ça, qui est juste hyper agréable à prendre en main. Alors après, ça laisse pas mal de traces. Mais bon, faut beaucoup nettoyer sa manette. Mais c'est important parce que c'est dégueulasse, les manettes, tout le temps. À l'arrière, on retrouve une surface antidérapante qui est juste hyper agréable. C'est vraiment ouf parce que quand tu la prends en main par rapport à une manette Xbox One classique, alors que c'est exactement la même forme, et il y a une vraie différence. C'est ouf, elle est hyper agréable. Un peu plus lourde, moi j'aime bien. Après voilà, c'est au goût de chacun. On retrouve également dans l'étui, du coup, un câble tressé qui est juste hyper long, il doit faire 2 mètres je crois, donc USB mini vers USB classique pour jouer sur PC ou jouer sur console sans avoir à mettre des piles dedans. On trouve également d'autres joysticks de différentes tailles, c'est assez ouf, un peu comme ma une autre croix directionnelle classique, parce que vous l'avez vu sur la manette, c'est une croix directionnelle un peu chelou, mais qui est plutôt agréable, je trouve. Ça permet de faire directement les diagonales, hein, plutôt que d'appuyer sur haut et gauche en même temps, si on fait une diagonale haut-gauche. C'est pas mal du tout pour les jeux de combat en particulier. Et à l'arrière, on retrouve le système des palettes qui sont amovibles, ce qui est assez ouf. Et les palettes vous permettent d'assigner d'autres boutons, ce qui est plutôt cool, hein. On peut remettre A, par exemple, ici, pour ne pas avoir à le faire ici pour certains combos, ça peut être pratique. Je trouve ça très bien. Surtout que tous les boutons sont interchangeables, je veux dire au niveau de la programmation. On peut décider que à la place du A, ce sera B, à la place du B, ce sera A. Vous vous dites comme ça que c'est pas forcément intéressant, mais si, pour pas mal de jeux ça peut être cool, en particulier pour l'émulation et tout. Par exemple, si on émule du Sony, puisque le bouton validé se trouve à la place du B, donc c'est complètement contre-intuitif quand tu passes d'une manette Sony à une manette Microsoft, donc là c'est pas mal cool quoi. En plus de ça, devant on a 2 modes possibles, on peut choisir, c'est pas mal justement avoir une configuration pour un jeu, une configuration pour un autre, surtout que sur le site de Microsoft ils te proposent pas mal de configurations différentes déjà prévues pour pas mal de jeux, que ce soit Mass Effect Andromeda justement, que j'ai envie de faire depuis longtemps, ou Forza, ou Halo, ou tous ces jeux trop cool, et bien ils te proposent de mettre sur telle palette tel truc, sur tel bouton tel truc, et sur les palettes en plus on peut mettre des macros, on peut décider que si on appuie sur cette palette en jeu, et bien ça va te faire A, plus B, plus 2 secondes d'attente on va dire, et puis après RB. C'est juste ouf, du coup ça peut te faire des combos directement dans les jeux de combat. C'est pour ça que d'ailleurs ces manettes sont interdites en tournoi, parce que c'est vraiment cheaté, ou en tout cas c'est vraiment beaucoup plus facile pour un joueur justement d'avoir des habitudes et de s'assigner des trucs dessus, donc c'est pas très équilibré entre les joueurs. Mais en tout cas quand tu joues chez toi, c'est juste le bonheur cette manette quoi, elle est vraiment ouf. En plus de ça, l'argument de vente de Microsoft c'est de te dire que cette manette est vraiment faite pour les pros, avec des boutons beaucoup plus sensibles, en particulier les gâchettes qui ont une course beaucoup plus courte apparemment, elles sont beaucoup plus réactives, ce qui te permet de tirer beaucoup plus vite, de faire de la rafale sur le jeu de tir et tout, donc ça peut être cool. Après je sais pas si c'est vraiment un argument réel ou un argument de vente, parce que c'est comme les fameux claviers mécaniques où ils disent qu'il n'y a pas de touche rémanente, ou qu'en tout cas tu peux appuyer beaucoup plus vite, mais sauf que ton cerveau il gère pas assez vite les informations, plus vite que le clavier ne peut le permettre, parce que moi c'est vrai que sur les manettes de Xbox One classique j'ai jamais eu la sensation que ma gâchette ne suivait pas. Peut-être que je vais sentir la différence, je ne dis pas. Et puis apparemment en plus les vibrations sont mieux sur cette manette, donc je sais pas, tout est mieux de toute façon, c'est une superbe manette, y a rien à dire. Après je vous l'ai dit, hein, c'est souvent le prix qui refroidit les gens, 150 € c'est vraiment trop cher, même si c'est un très bel accessoire, que c'est la manette ultime pour moi, hein. Je vous l'ai déjà dit, la manette d'Xbox One c'est la meilleure, celle-ci forcément du coup est la meilleure des manettes Xbox One, donc c'est la meilleure des manettes du monde, on va le dire. Mais du coup ce qui est ouf c'est le prix auquel on l'a eu cette manette, c'est assez dingue, on ne l'a pas négocié, je vous le dis d'avance. Elle était vendue avec son petit étui, tous les accessoires d'origine, la boîte d'origine, ce qui est assez ouf. En plus tout est en parfait état, en particulier la manette, c'est le plus important. Petit conseil si vous voulez savoir du coup sur une manette de Xbox One ou autre marque, si la manette est usée ou si elle a beaucoup servi, vous regardez juste en dessous des 2 petites crosses si c'est usé à cet endroit là. Et grâce à cette petite marque d'usure, vous voyez tout de suite une manette
manette est vieille, a été beaucoup utilisée ou pas. Et là, on voit qu'elle est juste nickel, c'est juste ouf. Et donc la vendeuse en voulait 50 €. C'est le prix pour moi d'une manette classique neuve, on va dire. Et là, rentrer une manette pro quasi neuve, on va dire d'occasion, mais comme neuf à 50 €, bah c'est juste ouf. Je suis trop content et ça va devenir ma manette préférée. Voilà, ça va devenir ma petite manette chérie. Alors que j'avais déjà la manette Xbox One bleue qui est juste magnifique, qui est juste trop belle et tout. Ben là, voilà, c'est mon nouveau bébé. Regardez, on peut enlever les joysticks, c'est trop ouf. J'adore. On passe à de la BD avec un livre d'illustration, donc c'est un peu spécial. Il s'agit des Filles de Soleil, et donc ce n'est pas Enfants du Soleil, ça n'a rien à voir. Et là vous allez l'avoir dans la tête tout le long du truc. Alors comme son nom l'indique, il s'agit des personnages féminins de l'éditeur Soleil, voilà, qui est très très connu puisque c'est un éditeur français, qui est aussi connu pour les mangas Soleil, hein, qui édite aussi des mangas en France, donc c'est cool. Qui pour rappel est né en 89 à Toulon. À la base en fait il rééditait des BD très célèbres comme Tarzan, Rahan, etc. Puis ils se sont mis à soutenir de jeunes auteurs d'heroic fantasy. Et là est née la série L'Enfeust, hein, qui est très très célèbre et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont connus surtout. L'Enfeust de Troie, L'Enfeust des étoiles, le Sixty de Troie, tout ça, tout ça. Moi je lisais L'Enfeust de Troie quand j'étais gosse et j'adorais. Il faut savoir qu'il existe 23 tomes des Filles du Soleil, et oui quand même. Là on a le numéro 18 qui est sorti en 2013. Et en comparaison, le premier est sorti en 94. Du coup ça fait un tome tous les ans, sachant qu'il n'y a pas de tome 13 parce que ça portait malheur. Et malheureusement cette année c'est le dernier qui est sorti en mars dernier, donc faut qu'on essaye de se le choper parce que ça vaut le coup. Ça donne envie de tous les choper hein, d'ailleurs, parce qu'on ne connaissait pas avant d'acheter celui-ci en fait, mais il faut savoir que les deux premiers tomes, eh ben, ils se vendent très très cher. Mais bon, croisons les doigts, peut-être qu'on va les trouver en vide-grenier, hein. En plus, il faut savoir qu'ils étaient offerts pour l'achat de 3 BD de l'éditeur. C'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui pour le dernier du coup. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont assez difficiles à voir, parce que du coup, il faut que les gens aient saisi l'occasion, qu'ils soient au courant et tout ça, et c'est souvent les fans de Soleil, du coup, je pense qu'ils sautaient sur l'occasion. Sachant qu'en plus, il y a des numéros qui sont en édition limitée, je ne sais pas trop lesquels, c'était un peu compliqué de savoir. Donc tout ça fait que c'est un peu compliqué de tous les avoir du coup. Alors du coup, je vous ai même pas parlé de ce qu'il y avait dans ce petit ouvrage en fait. Donc ça met en scène en fait les personnages féminins de chez Soleil, avec les dessinateurs différents du coup à chaque fois, dans des situations plus ou moins érotiques en fait, ça dépend lesquels. On a par exemple ici le dessinateur Penko Sechi, voilà, avec une très jolie rouquine. Alors c'est dommage, on n'a pas le nom des personnages à chaque fois, donc je ne sais pas, ça se trouve des fois ce sont peut-être des personnages inventés pour l'occasion. Je ne sais pas trop, je n'ai pas trop réussi à savoir, c'est un peu compliqué en même temps parce qu'il y a beaucoup de dessinateurs. Hein. On a ici Laboureau le rôle avec une fille très très jolie avec des tatouages, j'aime beaucoup. Et pour info en fait, il y a en moyenne 80 pages hein, de filles comme ça, donc c'est très stylé. J'aime beaucoup le concept de mettre en scène des personnages comme ça dans des dessins originaux, c'est super cool. En plus elle a des gros tétés. Bon malheureusement on a fait toutes les pages et il n'y a pas Sixty dedans, du coup on est triste. Donc cette petite merveille, on l'a eu pour seulement 4 €, c'est super cool, même si normalement c'est bien écrit derrière qu'il n'y a pas droit de le vendre. Voyons monsieur, il fallait nous l'offrir. Du coup c'est une belle pièce qui rentre dans notre collection BD / BD érotique un petit peu, du coup c'est sympa puisqu'il y a quand même des filles un peu nues. On change complètement de registre et cette fois-ci on va parler de musique. Ça me fait plaisir, vous le savez, de vous parler de musique. Hein. Et en plus je vais vous parler d'un de mes groupes préférés qui me tient énormément à cœur, c'est Magma. Je vais vous présenter du coup un vinyle trouvé en vide-grenier. J'ai déjà beaucoup de vinyles de Magma, j'ai pas eu l'occasion de vous en parler avant parce que j'en avais jamais trouvé en fait en vide-grenier. Là j'ai complètement halluciné en tombant sur Que Darkest de Magma, du coup leur 5e album de 1974. Alors Magma c'est un groupe de Tseul, oui, vous avez bien entendu. Je vous mettrai peut-être les mots un petit peu chelous que je dis à l'écran en même temps. Comme ça vous verrez un petit peu l'orthographe, surtout que la prononciation, bah j'en suis pas sûr. Alors le Tseul désigne tout simplement l'ensemble des sons de l'univers, ça fait beaucoup déjà, réunis dans l'esprit des membres du groupe qui arrivent à le retransmettre de manière musicale. Donc déjà vous voyez un peu le délire. Alors le Tseul, ça peut vous paraître du coup bizarre, hein, comme ça, la prononciation, c'est tout simplement du Kobaïen, un langage extraterrestre, parlé par les membres du groupe, et même chanté. Le premier album du groupe d'ailleurs s'appelait Kobaya, qui fait référence directement à la planète d'origine des Kobayens, voilà. Alors pour vous parler français un petit peu, on est sur un style en fait rock progressif, jazz fusion français, hein, avec un groupe né en 69, ça ne s'invente pas, ce genre de date. C'est un groupe originellement formé par Christian Vander, que j'aime énormément, le batteur du groupe, hein, voilà, c'est pour ça que je l'aime. Et à la création du groupe aussi, on retrouve Laurent Thibault, un célèbre bassiste, hein, qui du coup va commencer avec Magma, ne va pas rester dans la formation jusqu'au bout parce qu'il faut savoir que Magma, les membres du groupe, ça a beaucoup tourné. Il y a que Christian Vander qui est à la tête de tout ça et qui restera là jusqu'au bout et qui est encore là aujourd'hui. Parce que oui, le groupe est encore actif, hein, 69 à aujourd'hui. C'est juste impressionnant. Donc vous l'avez compris, un Magma ça part un peu dans tous les sens, c'est pas facile de vous expliquer, c'est très dense au niveau de l'histoire, au niveau du style. Donc je vais faire quelques petits raccourcis, je suis désolé pour les gros fans de Magma s'il y en a, ce qui serait très cool, vous le dites dans les commentaires parce que si je suis pas le seul fan de Magma, ce serait vraiment cool. Mais si vous découvrez en tout cas ce groupe avec cette vidéo, foncez, écoutez ça tout de suite, arrêtez la vidéo et allez-y parce que avant que je continue à parler, c'est juste incroyable.
Comme je vous l'ai dit, du coup, le groupe s'articule autour de Christian Vander, qui est un musicien exceptionnel, très influencé par la musique de Stravinsky ou Wagner, et avant tout par John Coltrane, le célèbre saxophoniste de jazz, que c'est pareil, si vous allez écouter tout de suite, si vous connaissez pas, parce que voilà, c'est ouf, Coltrane, c'est juste un des plus grands musiciens qu'on ait jamais eu. Qui est décédé malheureusement en 67, et c'est ça qu'a décidé justement Christian Vander en 69, à créer le groupe Magma, tellement il était affecté par la mort de Coltrane et qu'il voulait perpétuer absolument sa musique. Faut quand même savoir, c'est important, que Coltrane avait une démarche extrêmement religieuse dans sa musique, et du coup Vander va avoir à peu près la même démarche, il va connaître l'illumination comme il dit, mais lui plus dans un délire, vous l'avez sûrement compris avec le début, un peu sci-fi quoi. Genre lui c'est la planète Kobaya qui lui a parlé, qui lui a envoyé le savoir du Kobayen, qui lui a envoyé, comme je vous l'ai dit, tous les sons de l'univers pour qu'il puisse le retransmettre aux humains, tout ça. C'est assez complexe, on n'est pas loin pour certains côtés de la secte, il y a pas mal qui le disent, hein, ils ont tous leur t-shirt Magma et leur pendentif Magma dont ils se séparent pas. Les musiciens vivent apparemment, c'est un peu la légende, tous ensemble dans une même maison. Ça fait un peu sec dans le délire, mais en même temps, c'est un délire plutôt cool dans la musique. Moi j'aime bien quand il y a des histoires autour du groupe comme ça, je trouve que ça rajoute un petit truc cool quand tu vas les voir en concert, tu te dis, mais est-ce qu'ils sont comme ça en vrai dans la vie, alors que les mecs ils en ont rien à foutre en vrai, c'est sûr. C'est un peu comme Led Zeppelin avec le côté sataniste de Jimmy Page quoi. Mettez Stairway to Heaven à l'envers, vous entendrez des gens qui font Satan. Et techniquement c'est une musique qui est très complexe, hein. Si vous êtes musicien, vous allez halluciner, mais en même temps hyper viscéral dans la manière de chanter le Kobayen. Alors je dis chanter le Kobayen, aujourd'hui il chante de plus en plus en français et en anglais aussi. Christian Vander lui-même dit qu'au début il se forçait absolument à parler Kobayen dans toutes ses chansons. Il a avoué avec le temps après que quand ça lui venait, quand il composait, quand il écrivait les paroles, si c'était du français qui lui venait, si c'était de l'anglais qui lui venait, et ben il parlait en anglais et en français. C'était comme ça qu'il fallait ressentir la musique un petit peu à l'instinct. Donc on a vraiment cette opposition très technique instrumentalement et puis en même temps très primitive et très viscérale dans le chant, ce qui donne vraiment un truc ouf et ovni du coup dans la musique, et c'est hyper intéressant. Franchement ça ressemble à rien d'autre et c'est ça qui est cool dans un groupe. Et pour les avoir vus plusieurs fois en concert, hein, c'est vraiment incroyable. Ils prennent une claque au niveau de la mise en scène déjà parce que ils vont arriver à la fin de leur morceau avec des costumes d'oiseaux et de trucs, tu fais what the fuck les amis, c'est David Lafarge. Et puis quand t'es musicien techniquement ça te fout une grosse claque, et à chaque fois des musiciens de ouf qui jouent avec Christian Vander, et même Christian Vander lui-même quand t'es batteur, tu le regardes jouer, c'est incroyable. C'est un groupe qui tourne beaucoup. Si vous avez l'occasion, si vous adhérez un petit peu au style, d'aller voir Magma en concert, allez-y. Ils se produisent beaucoup, mais il faut savoir que c'est un groupe très reconnu dans le milieu, en tout cas de la musique et des musiciens, et avec une fanbase juste incroyable, forcément, mais pas vraiment connu du grand public. Ils ont jamais vraiment connu le succès commercial, donc leurs concerts se font souvent dans des petites salles, et c'est souvent pas très cher. Donc justement, foncez. C'est le genre de groupe qu'il faut absolument voir. C'est des groupes de rock français qui ont inventé un style, c'est juste ouf. Déjà, moi j'ai la déception dans le même style à peu près de jamais avoir pu voir Gong en concert, qui est pareil, un groupe de français rock fusion et tout, c'est juste incroyable. Donc Magma, allez-y, allez vite les voir, c'est ouf. Bon, on va arrêter de parler du groupe un petit peu, on va passer à l'album Kuntarkust, faut un petit peu en parler quand même, parce que c'est cet album que j'ai acheté finalement. Vous l'avez vu, il a un petit peu abîmé, hein, on voit la trace du vinyle, je m'en fous, franchement je m'en fous. C'est un vinyle de Magma, c'est juste ouf, c'est assez rare, comme je vous l'ai dit j'en ai quelques-uns, mais ça court pas les rues franchement, et c'est souvent justement parce que pas très connu et peu de pressage, très cher. Là on est sur le pressage anglais et non le français, je sais pas pourquoi, ça me pose pas vraiment de problème, hein, c'est la même année de sortie, donc c'est comme une édition originale. On retrouve du coup dessus le morceau principal qui s'appelle Kuntarkust, le nom de l'album. On retrouve sur la face A et B séparé en deux parties de 15 minutes, donc ça fait un morceau de 30 minutes, ce qui est assez ouf. C'est du rock progressif, c'est souvent qu'on a des morceaux si longs, c'est pas étonnant pour un groupe comme ça. Et ce morceau, faut savoir qu'il est très lent, très sombre, très pesant. Ça m'intéresse parce que c'est pas forcément le genre de morceau que j'ai sur les autres vinyles justement. Donc ça peut être cool, un morceau justement très lent comme ça, avec une ambiance un petit peu glauque, je trouve ça peut être cool. Et on retrouve du coup sur la face A un petit morceau pour compléter qui s'appelle Orc Alarm, signé par Janik Top. C'est intéressant qu'on en parle vite fait de Janik Top, c'est un musicien du coup qui a fait partie de Magma. C'est un excellent bassiste qu'on retrouvera à la composition de morceaux très connus du grand public, comme le générique de Navarro, qui vous rappellera forcément des souvenirs. Ça a été également l'arrangeur de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, c'est juste ouf, c'est juste la plus grosse comédie musicale française, on aime ou on n'aime pas, c'est juste hyper important dans la musique. Pour vous donner un petit peu la dimension de ce genre de musiciens français qui ne sont pas connus du grand public, malheureusement. Il a travaillé notamment, comme ça, à l'appel pour vous dire quelques noms, Ray Charles, Ennio Morricone, Johnny Hallyday, Bonnie Tyler, Eurythmics, et puis voilà, puis je peux en dire 30 000 encore comme ça. Des musiciens hyper connus pour qui il a fait des arrangements, pour qui il a écrit des morceaux. Je sais que Johnny, il a fait des tournées avec lui en tant que bassiste, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste des gens hyper importants, on connaît pas leur nom, et il faut un petit
qui peut les remettre un petit peu en valeur. D'ailleurs, Janik Top a sorti un album il y a 2 ans ou 1 an, un truc comme ça. C'était son premier album, parce que c'est des mecs qui sont juste occupés à faire de la musique pour les autres, et on les connaît pas, et ça me fait chier. Et du coup, ça c'était pour le morceau de la face A. Oui, je vous rappelle qu'on parlait d'un morceau, hein. Je sais que je m'égare un peu. Et du coup, sur la face B, on retrouve aussi un morceau complémentaire, un morceau plus court qui s'appelle Coltrane Sundia. Et pour vous le traduire du cobayen, ça veut tout simplement dire Coltrane repose en paix. Et pour moi, c'est juste la plus belle conclusion qu'on peut faire quand on parle de Magma et de cet album, c'est ça. La musique de Magma, c'est le prolongement de la musique de Coltrane. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire dessus. Et donc, malgré que je fasse une belle conclusion comme ça, très poétique, je suis obligé de vous parler du prix. C'est triste, mais c'est comme ça. Cet album était vendu à la base 10 € par un mec super cool. Il avait pas mal de vinyles vraiment très chouettes. Il avait du Gong justement, il avait du Supertramp, des trucs comme ça. Donc un mec de goût en tout cas. Je l'ai négocié un petit peu, vu son état et tout. Je sais que c'est un album de Magma, que c'est plutôt rare, mais je me suis permis, hein, au vu de l'état. Malgré que le vinyle soit impeccable, mais vraiment magnifique. Je l'ai donc baissé à 8 €, ce qui est un excellent prix pour un album d'un groupe hyper culte, en tout cas pour moi, pour lequel je pourrais mettre des milliers et des cents. Comme quoi la valeur des objets, c'est très 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 subjectif. Je vous présente un mini coup de fusil, puisqu'il s'agit de Unreal Championship, exclusif Xbox. Parce que oui, vous connaissez tous les Unreal Tournament, l'équivalent sur PC, qui sont très très connus, que tout le monde jouait en LAN, et c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, puisqu'au salon du jeu, quand on y a été, il y avait des gens qui jouaient en LAN à ce jeu. Donc là, on est très 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 content de rentrer celui-ci sur Xbox, voilà. Pour info, il a été développé par Epic Games et Digital Extreme, et édité par Infogrames. Alors là, c'est écrit Atari sur la boîte, alors que Infogrames est devenu Atari qu'en 2009, et qu'il y avait des histoires de rachat en 2003. Or, ce jeu est sorti en 2002. Donc il y a un truc qui va pas là les gars, on sait pas si c'est Infogrames ou si c'est Atari, c'est chelou. Bon en vrai on sait tous que c'est ce Boob System qui l'a édité, hein, les vrais savent. Bref, le principe de ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas au cas où, c'est un FPS où il faut survivre en tuant des hordes d'ennemis qui t'arrivent partout, gna 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 gna. Tout ça sur fond de tournoi à mort dans un univers SF. Mais SF plutôt gore, hein, un gore SF, on va dire c'est le nouveau genre, gore SF, avec des flammes. Pour la petite anecdote, normalement dans cet opus il devait y avoir des véhicules, voilà, les développeurs avaient annoncé ça en fait à l'E3, et finalement ils ont fait machine arrière, ils ont dit non, pas de véhicule les gars, tant pis. Du coup c'est un peu triste quand même. Et autre petite anecdote, c'est le premier jeu à proposer un patch en téléchargement tellement il était buggé. Donc voilà, vous avez là devant vous le premier jeu de chez EA, non, le premier jeu buggé de l'histoire des jeux vidéo et qui l'assume et qui proposait un patch pour corriger tout ça. Alors forcément le nom de Unreal parle à tout le monde parce que si on s'intéresse un minimum aux jeux vidéo, on sait qu'il existe le moteur Unreal, donc le Unreal Engine, qui a donné plus tard du coup des jeux comme le premier Deus Ex ou le Duke Nukem Forever. Il faut savoir que le Unreal est toujours autant utilisé aujourd'hui, en particulier chez les développeurs indés. C'est quand même la classe d'avoir inventé un moteur de jeu qui dure autant dans le temps. On pourrait dire que c'est un peu le moteur Peugeot des jeux vidéo quoi. Bon, vous l'aurez compris, il existe beaucoup de Unreal et tout ça forcément parce que c'est une licence super culte. Du coup on est très très content d'être tombé sur celui-ci sur Xbox, le premier d'ailleurs sur Xbox, qui est complet ma gueule, et qu'on a eu pour seulement 1 €. Et ouais les gars, 1 €, le Unreal Championship. Je suis très pressée de le faire ce jeu parce que j'adore les jeux comme ça, c'est trop bien. Et voilà, c'est la fin de ce vide-grenier. Il était cool, il était beau, il y avait plein de trucs, super cool. On est très très contents de nos trouvailles, qui sont en plus très très variées pour le coup, hein. Il y a eu du jeu, et du livre, et du vinyle et tout, enfin vraiment de tout pour vous faire plaisir. Du coup, si ce vide-grenier vous a plu, vous laissez votre pouce bleu, comme mes cheveux. Et n'hésitez pas à partager aussi dans les commentaires vos trouvailles de ce week-end ou du week-end dernier, enfin voilà, comme vous voulez, vous nous partagez tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, et bah faites-le parce que c'est cool, on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Plus on est de fous, plus on est de fous. Et plus on est de fous, plus on a de chocolat. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde, à la prochaine.